Delphine Marie-Vivien, la parole est à vous pour nous présenter les droits conférés par l'appellation d'origine, l'indication géographique et l'inscription au patrimoine mondial. Quelle synergie possible? Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction. Et je suis d'autant plus émue de parler après le professeur Navi, que donc depuis 10 ans, je vis et travaille en Asie. J'ai passé 4 ans en Inde à travailler sur les indications géographiques en Inde. Et après un séjour en Corée du Sud, maintenant, je suis basée au Vietnam. C'est une perspective un petit peu asiatique. Et donc, essentiellement, depuis le monde des appellations d'origine et indications géographiques. Et en fait, depuis quelques temps, avec ma collègue Maïan Ngo, nous avions justement le projet de regarder comment les appellations d'origine et indications géographiques pouvaient être analysées au regard du patrimoine de l'UNESCO. Alors au départ, nous étions plutôt partis sur le patrimoine immatériel, avec les savoir-faire. Et finalement, grâce à ce colloque et à l'invitation de l'Association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, nous nous sommes retrouvés immergés dans le patrimoine naturel et culturel, qui, ma foi, offre de fortes similitudes avec l'appellation d'origine ou l'indication géographique, même si les synergies ne sont peut-être pas tout à fait celles que nous attendions. Nous allons regarder cela tout de suite. Donc, voilà, alors ici, je vous ai mis quelques petits logos, puisque nous allons quand même parler de produits, de signalisation. Et simplement, vous voyez le logo européen assez connu, je l'espère en tout cas pour ceux qui vivent en Europe, mais en plus le logo des appellations d'origine colombien en vert en haut et en bas à gauche, non à droite, oui, c'est le même sens que nous, vous avez le logo des indications géographiques Thaï. Celui de l'UNESCO, je ne le présente pas, vous le connaissez. Alors, quels étaient finalement les enjeux et problématiques de ce colloque ? Et si on reprend un petit peu l'introduction du comité scientifique, la question est bien de voir comment dynamiser les territoires en se fondant sur leur culture traditionnelle à haute valeur ajoutée. Et tout cela afin de répondre aux menaces de standardisation et de perte d'identité dans un contexte croissant de mondialisation, même si ce n'est pas la première mondialisation. On a tendance à oublier qu'il y a déjà eu des mondialisations antérieures, et l'Inde, notamment avec les épices, y avait fortement participé. Donc une des solutions envisagées, en tout cas à travers ce passionnant colloque, est de voir comment peut-on protéger les biens à caractère patrimonial liés au terroir, qui sont le fruit d'interactions entre des ressources naturelles et des savoir-faire de communautés locales. Alors ici, l'idée, c'est de comparer en fait 2 types de biens. D'un côté, le bien patrimonial intangible, qui est l'appellation d'origine ou l'indication géographique, nous verrons les définitions tout à l'heure, et qui donc porte sur un nom, patrimoine intangible, et de le mettre en miroir aux biens patrimoniaux tangibles que sont les biens du patrimoine culturel et naturel mondial. Et ma foi, c'est dans une perspective juridique que nous allons analyser ces synergies, avec tout de même une forte mise en perspective par la pratique, grâce à un accès au terrain vivant dans les pays d'Asie. Et donc j'espère que ce ne sera pas trop technique comme vous l'annoncez le président de séance, mais que vous allez quand même pouvoir suivre les études de cas qui sont tout à fait pratiques. Alors, pour ce qui est de l'appellation d'origine et de l'indication géographique, on pense souvent que ce sont des concepts assez connus. On va quand même rapidement revoir leurs définitions et leurs effets juridiques avant de regarder quels sont du côté du patrimoine mondial les effets juridiques de l'inscription sur la liste. Et enfin, à partir d'exemples concrets, analyser les synergies possibles. Donc l'appellation d'origine moderne, en effet, comme le rappelait Madame Jocelyne Perrat, est née en France, absolument, donc on peut que le souligner, en 1905, en effet. Et à ma foi, elle était quand même déjà assez pratiquée dans l'ensemble du sud de l'Europe avec la culture du vin en Méditerranée. Alors l'appellation d'origine, qu'est-ce que c'est? C'est assez facile à expliciter, mais tout de même la définition clarifie les concepts. Donc c'est la domination géographique. Nous sommes dans un nom géographique ici.
servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Donc nous avons bien ici la nature et la culture, la nature et l'homme. Après, au niveau historique, en 1992, l'Union européenne a étendu l'appellation d'origine à tous les membres de l'Union européenne avec l'appellation d'origine protégée. En France, l'appellation d'origine contrôlée, en Europe, l'appellation d'origine protégée. Et ma foi, pour répondre aux besoins des pays du nord de l'Europe, qui avaient une vision plus souple du lien à l'origine, la réglementation européenne a ajouté le concept d'indication géographique protégée, IGP, dont vous avez souvent entendu parler. Et finalement, c'est ce même concept d'indication géographique qui va être retenu au niveau international dans l'accord sur la propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce, qui donc, signé en 1995, oblige tous les États membres de l'OMC, à ce jour 160 États, à protéger les indications géographiques, qui sont définies comme étant une indication qui identifie un produit dont une qualité, la réputation ou une autre caractéristique déterminée peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Donc ici, par rapport à l'appellation d'origine, on n'a plus la mention des facteurs naturels et des facteurs humains. Il peut y avoir un lien beaucoup plus souple avec l'origine géographique qui permet de protéger les désignations de produits non agricoles, non attachés physiquement à la terre, en particulier les produits de l'artisanat. Et l'Inde, en ce sens, est un exemple frappant, puisque 2/3 des 230 indications géographiques indiennes portent sur des produits de l'artisanat, essentiellement des textiles ou l'artisanat du bois, des poteries, etc. Et même en France, depuis le printemps 2014, le mars 2014, la loi sur la consommation a introduit l'indication géographique protégée des produits non agricoles et non alimentaires. Alors là, je ne peux que souligner le fait que la pierre de Bourgogne est montrée partout comme étant le premier candidat le plus sérieux pour bénéficier de cette IGP. Donc ce sera un deuxième produit issu des climats de Bourgogne à être valorisé par l'indication géographique. En tout cas, elle est très mise en avant dans les débats sur les IG. Voilà. Il n'en demeure que pas moins que l'appellation d'origine, tout comme l'indication géographique, ont la même nature juridique, à savoir un droit de propriété intellectuelle sur un nom et dont la fonction spécifique est de protéger le lien entre un produit et son origine géographique. Alors ici, je me suis... voilà, quelques exemples au niveau mondial, puisque nous allons pas mal voyager avec les exemples. Parce que, outre la chance de vivre en Asie depuis 10 ans, j'ai pu, à travers le CIRAL, l'organisme où je travaille, qui est implanté dans de nombreux pays du Sud, expérimenter la mise en place d'indications géographiques en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest. Donc finalement, depuis 1995, les réglementations ont été adoptées dans un grand nombre de pays. Et donc on a 230 indications géographiques enregistrées en Inde, plus à l'Est 41 au Vietnam, 50 en Thaïlande, 2 au Cambodge. En Amérique du Sud, nous sommes à 20 appellations d'origine en Colombie, 10 au Pérou, plus de 25 au Brésil. En Afrique de l'Ouest, 3 indications géographiques toutes récentes qui datent de 2014 sur le miel de cou, le poivre de Panja, tous deux du Cameroun, et un exemple de café africain en Guinée. Et tout de même, pour vous donner les chiffres européens, puisque c'est l'histoire de l'Europe qui a porté ce concept au niveau mondial, il y a, si on additionne les vins et les spiritueux, en termes d'appellation d'origine et indication géographique, que je ne me trompe pas dans mes calculs, 2100 appellations d'origine, indication géographique, 2100 pour les vins et spiritueux en Europe, et pour les produits agricoles et agroalimentaires, 1200 appellations et indications géographiques. Donc c'est quand même des chiffres très impressionnants qui montrent qu'on peut laisser la place à tout le monde. D'ailleurs, l'Inde avait fait un exercice de prorata du nombre d'indications géographiques rapportées à la population indienne par rapport à l'Europe. Ils arrivaient à 10 000 indications géographiques potentielles donc, nous sommes au début d'un processus d'internationalisation de ce concept qui va plutôt croissant et qui ne se démode pas. Alors, en termes de patrimonialisation, puisque c'est quand même le sujet de ce colloque, il me semble qu'on peut dire que l'appellation d'origine et l'indication géographique sont le résultat d'une double patrimonialisation.
Alors, la première, c'est que c'était un nom qui devient celui utilisé pour désigner le produit, qui n'a pas d'autre nom, en fait, élaboré dans ce lieu au fil du temps par un collectif qui choisit de mettre en avant ce produit. C'est un choix volontaire. Tous les produits ne font pas l'objet d'indication géographique ou appellation d'origine. On assiste alors à un processus de patrimonialisation du produit qui aboutit, avec l'appellation d'origine, à la codification des conditions de production et la délimitation de l'aire de production dans un cahier des charges dont le respect fait l'objet de contrôle. Nous avons pas mal parlé de contrôle ce matin. Donc ici, un cahier des charges des conditions de production qui est contrôlé. Alors pourquoi une double patrimonialisation? Ça, c'est celle du produit, dont on décrit les caractéristiques. Et la deuxième patrimonialisation, nous semble-t-il, vient du fait que ce nom était tout de même un nom géographique, qui, après tout, est plutôt d'usage pour tous, et pas exclusif. Donc on pourrait dire que c'était un nom, une chose commune. Ce nom géographique est une chose commune à la base. Alors les économistes parfois utilisent le mot bien public. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des conflits de terminologie entre les économistes et les juristes. Appelons-la une chose commune et qui devient, avec l'appellation d'origine ou l'indication géographique, l'objet d'un droit privatif. Donc en fait un droit d'usage exclusif du nom géographique au seul bénéfice des producteurs localisés dans l'aire géographique délimitée et respectant les conditions de production. Donc on a bien une patrimonialisation en fait du nom qui devient un droit privatif. Deuxième patrimonialisation par l'appellation d'origine. Et ce droit exclusif, qui est quand même assez puissant, permet d'intenter devant les tribunaux l'action contre l'usurpation ou l'action en contrefaçon, et devant les tribunaux de chaque pays où l'appellation existe. Or, de nombreux exemples de par le monde, outre le Champagne et le Bourgogne, récemment, le Tea Board of India a pu faire empêcher l'enregistrement d'une marque Darjeeling pour des produits de la papeterie, donc devant la Cour d'appel de Paris. Pareil, l'indication géographique sur du café vietnamien, qui avait fait l'objet d'un dépôt de marque en Chine. La marque a été annulée grâce à l'indication géographique. Nous sommes donc dans la propriété intellectuelle, le droit exclusif d'usage du nom. Alors, rapidement, passons au patrimoine mondial culturel et naturel. Or, vu l'assemblée d'experts, finalement, dans cette salle, je vais aller assez rapidement, puisque pour moi, c'était assez nouveau, et pour ma collègue aussi, c'était assez nouveau, mais pour vous, vous baignez dedans depuis fort longtemps. Simplement, donc, une convention qui date de 1972 pour les biens naturels et culturels, avec en 92 la catégorie des paysages culturels. Et c'est un système finalement de protection collectif et permanent qui concilie la souveraineté nationale et la solidarité internationale. Alors, j'aime bien cette phrase de M. Prieur, en fait, avec l'appui d'ONG et d'organisations techniques, telles que l'ICOMOS, fort représentée depuis 2 jours. Alors, comment peut-on obtenir l'inscription? Donc 2 critères. L'engagement de l'État à préserver le patrimoine par des mesures juridiques, scientifiques, techniques. Nous avons vu de nombreux exemples. Donc la protection doit déjà exister avant l'inscription au patrimoine. Et bien entendu, seuls les biens de valeur universelle et exceptionnelle peuvent être inscrits. Alors les effets juridiques, ils sont bien différents de l'appellation d'origine et de l'indication géographique. Pas de droit exclusif d'usage d'un nom, mais par contre des obligations de préservation à charge des États, qui sont en fait les mêmes obligations que pour l'inscription. Et ici, on ne fait pas de contrôle d'un cahier des charges, mais on pourrait quand même appeler contrôle le fait de suivi réactif, l'obligation de suivi réactif par des rapports réguliers qui sont à fournir par les États et les organisations. Et la sanction, ce n'est pas l'action en contrefaçon, bien entendu, mais la sanction dissuasive est de nature plutôt politique de retrait de l'inscription sur la liste. Et enfin, au-delà de ces effets juridiques, il me semble qu'il y a 2 outils proposés par la Convention qui sont peut-être à développer avec la synergie avec l'appellation d'origine. Le premier, le fonds d'assistance, je le passe rapidement, mais le deuxième surtout, qui est l'emblème UNESCO, donc créé en 1978, outil au départ purement informatif et administratif, et qui en fait devient un instrument de valorisation. Et la Convention prévoit
avec les orientations que cet emblème peut être utilisé sur les produits dérivés ayant une valeur éducative, scientifique, culturelle ou artistique, en rapport avec les principes et valeurs du patrimoine. Alors on va le voir tout à l'heure, est-ce que les produits issus du bien sont des produits dérivés qui pourraient avoir droit à l'emblème? Question. Attendons pour la réponse. Alors maintenant que nous avons brièvement présenté les deux instruments, dans leurs effets juridiques notamment, rapidement, qu'est-ce qui apparaît au niveau premier comme synergie possible et comme convergence? Alors, un mot m'a frappé en lisant le texte de la Convention, c'est celui de reconnaissance, puisqu'on utilise le même concept pour les appellations d'origine, où on reconnaît des usages préexistants qui renvoient à l'histoire, à l'ancienneté. Donc, nous sommes bien dans la reconnaissance. Et donc, finalement, ce mot reconnaissance qui est partagé montre bien que dans les deux cas, c'est de la patrimonialisation, qu'on est bien dans de l'amont et qu'on s'intéresse à ce qui se passe avant la reconnaissance. Un autre point commun, bien entendu, c'est la délimitation d'un territoire. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes territoires, ce qui peut être une zone de conflit, peut-être une des explications parfois d'un manque de synergie. Mais dans les deux cas, il y a un territoire parfaitement délimité. Et enfin, il y a une différence, bien entendu, sur les droits et obligations distincts, donc droits exclusifs pour l'appellation, et obligations de conservation et préservation pour le patrimoine. Et enfin, un dernier point qui distingue les deux instruments, c'est tout de même la gouvernance qu'il y a derrière. Même si on verra en conclusion qu'il y a peut-être des convergences de ce côté-là, mais en tout cas en France et en Europe, l'appellation d'origine ou l'indication géographique est portée avant tout par le collectif de producteurs ou de transformateurs. C'est une démarche de la filière qui peut certes être appuyée par les élus, qui a été autrefois appuyée par l'administration, par les tribunaux, mais qui maintenant, depuis 1935, est vraiment une émanation des professionnels et d'uniquement eux, dirons-nous. Alors qu'il semble qu'en tout cas l'inscription sur la liste du patrimoine mondial fait plus référence à une démarche du territoire, de l'ensemble des acteurs du territoire, avec probablement une action particulièrement forte des élus locaux. Alors c'est très vrai en Europe, mais si on se déplace dans les nouveaux pays mettant en place les indications géographiques, ce sont aussi des démarches qui sont menées par les pouvoirs publics locaux. En Inde, la majorité des indications géographiques sont déposées par des autorités locales, le gouvernement local, des mairies, des municipalités. Au Vietnam, de par la réglementation, les indications géographiques appartiennent à l'État et sont donc décidées par l'État. Le contenu technique est décidé par l'État. Donc finalement, cette divergence en termes de gouvernance est à nuancer dans le cas des nouveaux pays se dotant de systèmes d'indication géographique où ce sont les mêmes acteurs finalement que pour la reconnaissance sur la liste du patrimoine mondial, les élus, les pouvoirs publics locaux. Alors pour aborder la question des synergies, regardons d'abord du point de vue de l'appellation d'origine. Est-ce qu'une synergie est possible? Est-ce qu'elle a été conçue dans l'instrument tel que? Finalement, l'appellation d'origine, c'est un droit de propriété intellectuelle qui n'a pas vocation à garantir l'authenticité d'un paysage. Mais de facto, l'appellation va prendre en compte les critères environnementaux et culturels qui lient la qualité du lieu à la qualité du produit. Mais c'est tout de même assez révélateur de voir que dans la dernière discussion de la loi sur la consommation qui portait sur l'introduction de l'indication géographique pour les produits non agricoles et qui a été l'occasion de rediscuter le concept même d'indication géographique, certains députés ont souhaité insérer une obligation de respecter des critères environnementaux liés au paysage dans les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques. Et c'est assez révélateur qu'en fait, cette proposition a été rejetée par le législateur, qui a considéré que non, que nous restions dans l'appellation d'origine ou l'indication géographique sur la protection d'un nom pour désigner un produit réputé et qu'on ne cherchait pas derrière ce produit forcément à englober le territoire et le paysage dans son ensemble. Donc on reste sur la vision première de l'appellation d'origine, protection d'un nom. Si on se place du côté des biens du patrimoine mondial, le lien entre le bien
et l'existence de produits de terroir situés sur ce bien et bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne semble pas être prévu expressément. En tout cas, dans les textes de 72 et la dernière version des orientations de 2013, on ne voit pas expressément de mention, par exemple, d'utilisation de l'emblème de l'UNESCO sur les produits issus du territoire qui bénéficieraient d'une appellation d'origine. De même, ça n'est pas absolument prévu que c'est un critère permettant de démontrer l'intégrité ou l'authenticité du paysage. Donc voici ce qu'on voit à première vue dans les textes. Pas de synergie immédiate, pas de synergie expressément prévue par les textes. Mais dans la pratique, qu'en est-il ? Nous allons voir que 3 types de situations se présentent d'interaction entre les appellations d'origine et les biens du patrimoine mondial, et en particulier, effectivement, dans notre cas présent, les paysages culturels. Alors, un premier cas, pour un petit peu, dirons-nous, évacuer cette possibilité-là, où un produit serait réputé, bénéficie d'une appellation d'origine, mais est issu d'un paysage non exceptionnel au regard des critères de la Convention UNESCO. Alors évidemment, j'entends que le Médoc n'est pas un paysage exceptionnel, donc je ne suis pas la seule à penser que ce cas existe. Merci, professeur Olzac. Et donc, voilà, finalement, c'est assez fréquent, on va dire. Ça arrive assez souvent que le produit soit de forte qualité, mais un paysage non exceptionnel. Même si pour un juriste, j'avoue que c'est un petit peu difficile de porter un jugement sur la valeur universelle et exceptionnelle d'un paysage. Bon, quoi qu'il en soit, le paysage contribue à la réputation, mais il y contribue seulement en partie, puisque dans ces cas-là, ça va être les savoir-faire des producteurs, des transformateurs, qui va être primordial sur la qualité finale du produit. Alors, je vous ai mis 2 exemples d'Asie. Sur votre droite, vous avez la sauce de poisson de Phu Quoc. Donc, aujourd'hui étant le premier jour de l'année lunaire, très fêté au Vietnam également. C'est un produit qui s'est vendu de manière frénétique dans les dernières semaines. Ça équivaut à nos chocolats et nos champagnes de période des fêtes. Et donc, ce Ngoc Mam mobilise des savoir-faire très sophistiqués pour soutirer la quantité d'eau nécessaire à obtenir la sauce de poisson qui soit suffisamment salée sans être trop forte. Alors, pour la petite histoire, l'Institut Pasteur, qui a été créé très tôt au Vietnam, dans les années 1930, par Alexandre Yersin, avait été mandaté par le gouverneur local pour essayer de déterminer les conditions de production de ce Ngoc Mam afin de l'échanger, parce que l'odeur incommodait les colons de l'époque. Et finalement, au bout de 15 ans de recherche, l'Institut Pasteur, malgré ses moyens techniques indéniables, n'a pas réussi à décrypter le secret du Ngoc Mam de Phu Quoc. Ou des autres Ngoc Mam d'ailleurs, puisqu'il y en a dans tout le Vietnam. Donc, on comprend bien ici que les savoir-faire sont finalement le vecteur essentiel de la qualité et la réputation du produit. Vous voyez les cuves tout à fait en bas à droite qui permettent de soutirer quotidiennement la quantité d'eau nécessaire. Sur votre gauche, un cas de poivre fort réputé, en tout cas je vous le recommande, le poivre de Kampot au Cambodge, qui existe sous ces 4 formes, ce qui est quand même assez rare, vert, noir, rouge et blanc. Et ce poivre est cultivé sur des tuteurs assez quelconques, comme vous voyez sur la gauche. Et finalement, sa réputation tient aux procédés de transformation et aux pratiques culturales, avec évidemment un sol adéquat à la culture du poivre, mais pas un paysage absolument renversant. D'autant plus que si on a vu du poivre en Inde, on a la chance de découvrir du poivre qui pousse dans les systèmes agroforestiers, sur des arbres de forêt primaire. Le paysage est un peu plus spectaculaire. Mais des produits très réputés qui méritent absolument leur appellation d'origine et indication géographique. Le deuxième cas, ça va être le cas inverse, où là on a un paysage exceptionnel, mais la qualité du produit qui en est issu est en suspens. Alors un cas à nouveau en Inde, où vous voyez un système ici agroforestier de café. On a beaucoup parlé de café finalement depuis 2 jours. Il est vrai que c'est un peu dans le monde non viniviticole la culture qui émerge comme bénéficiant le plus d'indications géographiques, que ce soit en Colombie, au Brésil, en Afrique et en Asie. C'est vraiment le nouveau vin
dirais-je, pour la mise en œuvre de systèmes de protection des indications géographiques. Donc ici, nous avons un environnement qui est dans le sud-ouest de l'Inde, les Ghats occidentaux, classé comme un des 25 hotspots de biodiversité mondiale, notamment du fait de sa culture en agroforesterie. Mais malheureusement, du fait que la variété de café utilisée est du Robusta, que les procédés de transformation ne sont pas tout à fait optimisés, ce café n'est pas reconnu par le marché comme ayant une qualité organoleptique suffisante pour mériter un premium. Il est donc vendu comme du café Robusta assez banal, à un prix également faible. Et donc finalement, ce nom de Courg, qui aurait pu être une indication géographique, dans ce cas précis, est une marque de certification déposée par le Coffee Board of India, du fait de l'absence de réputation du produit. Donc un paysage exceptionnel qui est porté par la culture du café. C'est vraiment un paysage d'agroforesterie du café, mais un café qui n'est pas spécialement goûteux. Alors que l'Inde a plusieurs indications géographiques de café, sur le café Mysore Malabar notamment. Enfin, arrivons aux cas quand même les plus fréquents, dirons-nous, qui est qu'on a à la fois un produit réputé et qui est issu d'un environnement exceptionnel. Et alors là, on va dire des synergies explicites. Nous sommes dans un monde idéal où finalement il y a une parfaite combinaison entre le produit issu du bien et la reconnaissance de ce bien, notamment par l'UNESCO ou par la FAO, dans le cas des Global Heritage de la FAO. Et donc on va poser la question quand même, parce qu'elle n'est pas si évidente, si cette synergie elle est explicite ou implicite. Et il apparaît que la situation est différente selon que l'appellation d'origine soit antérieure à l'inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial ou qu'elle soit postérieure. Alors allons voir tout de suite ce qu'il en est. Donc regardons les cas où l'appellation d'origine ou l'indication géographique préexiste à la reconnaissance par l'UNESCO. Alors j'ai pris un exemple pour commencer par la France, d'un projet tout récent, puisque le site n'est pas encore reconnu. Le site vient d'être reconnu. Non, le site n'est pas encore reconnu patrimoine mondial, mais en tout cas, il y a un projet de reconnaissance. Claude vous accompagne. Voilà, Claudie nous accompagne pour le bocage du charolais brionnais et donc alchimie de la terre et du travail des hommes. Donc voici le titre de ce projet de bien et qui fait référence explicitement à l'appellation d'origine bœuf de Charolles, qui a été reconnue en France en 2010, puis au niveau européen en 2014. Donc ici, le dossier de candidature s'appuie fortement sur l'existence d'un produit d'origine bénéficiant d'une appellation d'origine. Un autre cas que nous avons vu ce matin avec M. Louis Samper, mélangé vu par un autre prisme, qui est donc le café de Colombie. Alors on a quand même vu que ce paysage culturel du café de Colombie s'appuie essentiellement sur la culture du café. Il est reconnu par l'UNESCO depuis 2011, mais tout de même il est assez frappant, et y compris dans la présentation de ce matin, que ne soit pas mentionné de manière plus visible l'existence d'une appellation d'origine, d'autant plus que la Colombie n'a pas l'indication géographique, mais l'appellation d'origine, avec le même critère assez strict que celui qui s'applique en France et en Europe. Donc depuis 2005, l'appellation d'origine café de Colombie existe en Colombie. Elle a été reconnue en Europe en 2006, première appellation d'origine d'un pays étranger enregistrée en Europe, mais qui n'est pas forcément mise en avant. En tout cas, sur le site internet, alors peut-être que je n'ai pas assez bien cherché, du paysage culturel du café de Colombie, il n'est pas mentionné de manière extrêmement visible. Et alors même que dans les commerces, on trouve, ce sont les photos que vous voyez sur votre gauche, on trouve du café qui présente les emballages, dont les emballages présentent les deux labellisations. Alors je ne sais pas si vous voyez sur le café, la photo du milieu, en fait, donc c'est le même paquet. Les trois côtés ont été pris en photo. Et donc, sur la face arrière, vous avez bien le logo du paysage culturel de café. Et sur la face latérale, vous avez le logo européen de l'appellation d'origine protégée, IGP. Oui, IGP. Et vous avez raison. Et le logo dénomination d'origine en Colombie. Tout à fait.
Donc là, on a quand même une véritable synergie, même si dans les documents du paysage culturel, elle n'apparaît pas forcément. Et d'autant plus qu'il faudrait vérifier ensuite avec les futures appellations d'origine colombienne, puisqu'il y a l'appellation d'origine café de Colombie, mais il y a 3 autres appellations d'origine pour du café en Colombie, de 3 terroirs davantage délimités, plus petits, qui eux aussi sont très valorisés sur les emballages. Alors, un autre exemple qui est sur la tequila. Là, nous partons donc au Mexique. Et donc, le bien s'intitule « Paysage d'agave et ancienne installation industrielle de tequila », inscrit depuis 2006 sur la liste du patrimoine mondial. La valeur exceptionnelle de ce site s'appuie sur le fait que l'agave est une tradition culturelle maintenue depuis des siècles, donnant naissance à la tequila, symbole du pays. Vous voyez un lien très fort avec la tequila. Mais dans les documents, en tout cas, qui sont mis en ligne par le site de ce bien et par l'UNESCO, donc sur les 2 sites internet, il n'y a pas de référence explicite au fait que la tequila est une très ancienne appellation d'origine, reconnue au Mexique depuis 1974, donc bien avant les accords de l'OMC, puisque le Mexique s'était déjà doté de la protection de ces appellations d'origine, et reconnue dans les 25 pays étrangers qui font partie de l'arrangement de Lisbonne, qui protège les appellations d'origine à l'étranger. Donc une synergie peut-être tellement implicite qu'on n'a plus besoin de la mentionner. En tout cas, elle ne se trouve pas dans les documents. Un autre exemple encore dans les domaines des spiritueux, assez similaire finalement, c'est le cas du Porto, dont le centre historique est classé bien culturel depuis 1996, avec un paysage urbain exceptionnel qui témoigne d'une histoire de 2 millénaires liée à l'activité maritime. L'activité maritime était évidemment pour l'exportation des vins de Porto en Angleterre, qui sont à l'origine de la création de la réputation de Porto. C'est par cette exportation depuis le port de Porto que le vin a bénéficié de cette réputation. Mais de la même manière, dans les documents officiels qu'on trouve sur les sites de l'UNESCO, pas de mention du fait que Porto est une très ancienne appellation d'origine, donc pré-moderne, déjà protégée depuis le XVIIIe siècle au Portugal. Un autre cas en France, alors là c'est un peu plus compliqué parce que suivant les documents dans lesquels on se rapporte, c'est plus ou moins, le lien est plus ou moins explicite. Donc ici ce sera le site des Causses et des Cévennes, qui est donc un paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen reconnu depuis 2011 par l'UNESCO. Et alors, suivant les documents qu'on regarde, qu'on analyse, il est fait ou pas mention des produits issus de ce bien bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Dans les documents sur le site internet de l'UNESCO, nulle mention des appellations Bleu des Causses, Pélardon, Roquefort ou Agneau de l'Aveyron et Agneau de la Lozère, qui vient d'être reconnu comme IGP en 2008. Par ailleurs, si on se reporte sur les documents du Parc national des Cévennes, il est fait mention de ces produits d'origine issus du bien. Donc, dans cette contribution à la charte publiée par le Parc national des Cévennes, quelques mentions rapides aux produits de terroir. Dans les autres documents de l'UNESCO, pas de mention de ces produits de terroir. Alors même que le bien porte sur un système agropastoralisme donnant lieu à la production de fromage et de viande. Enfin, regardons maintenant que se passe-t-il dans la situation inverse, où le patrimoine mondial a été reconnu antérieurement à une démarche de protection d'une appellation d'origine ou indication géographique. Finalement, c'est une situation qui est très présente dans de nombreux pays du Sud. Alors voici pour le Vietnam, enfin, un exemple de produit artisanal, ici le chapeau conique, qui vient de la ville de Hue. Et Hue, qui était en fait la capitale du Vietnam impérial jusqu'en 1945, classée au patrimoine mondial depuis 1993. Et donc, du fait de sa position de capitale culturelle, politique et religieuse, un artisanat foisonnant s'appuie sur ses habitants et la royauté. Et donc ici, vous avez explicitement dans le cahier des charges de l'indication géographique chapeau conique de Hue, la mention du fait que Hue est une ville reconnue par l'UNESCO et qu'elle est donc réputée pour ses produits qui étaient portés par les nobles de cette ville. Donc un lien extrêmement explicite.
Un autre cas encore au Vietnam, pour un produit qui est fabriqué à Ha Long, de la célèbre ville de la baie de Ha Long, qui donc est reconnu depuis patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994 comme patrimoine naturel, dont le territoire a été étendu en 2000. Et donc, c'est une spécialité de calamars frits préparés dans la ville de Ha Long à partir de calamars pêchés dans la baie d'Ha Long. Et donc ici, dans le cahier des charges de l'indication géographique, le patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est la baie d'Ha Long, est mentionné expressément, avec des phrases assez romantiques, disons qu'à côté de la beauté de la baie d'Ha Long, on parlait de la beauté ce matin, de la baie d'Ha Long, les visiteurs auront l'opportunité de goûter le beignet de calamar de Ha Long. Voilà, une spécialité bien connue. Mais finalement, si on regarde le cahier des charges final de l'indication géographique calamar frit de Ha Long, point de mention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a servi à asseoir la réputation, mais n'est plus présent par la suite. Et mon dernier exemple, avant d'arriver à la conclusion, c'est le cas de la ville de Luang Prabang, au Laos, qui est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, et où il y a toute une démarche à l'heure actuelle entreprise par les producteurs d'algues sèches récoltées dans le Mékong, de valoriser cette algue auprès des touristes se déplaçant à Luang Prabang visiter ces temples exceptionnels. Voici donc pour les quelques exemples à travers le monde, un dernier quand même. Le dernier étant un exemple en plus que nous avons bien discuté ce matin sur les terrasses de Ifuago et que Rachel Kimbatan a présenté avec beaucoup d'émotion et beaucoup de conviction. Je pense que nous étions tous passionnés par sa présentation et qui nous montrait simplement que malgré ce paysage de rizières exceptionnel, il n'y avait pas encore de démarche de valorisation de riz issu de ces rizières de terrasses de Ifuago. Le riz qu'on trouve sur le marché, c'est le riz Tinawon que nous a présenté Rachel et qui en fait est une marque déposée par une entreprise américaine et qui n'est pas limitée à du riz cultivé sur ces terrasses Ifuago. Et donc finalement, il y a ici un vrai enjeu à protéger le riz issu des terrasses le jour où peut-être un cadre juridique des indications géographiques existera aux Philippines, ce qui n'est pas encore le cas. Donc voici, après ces exemples, une rapide discussion de voir finalement qu'est-ce que nous montre cette pratique. Alors, pour le spécialiste des appellations d'origine indications géographiques, c'était plutôt une surprise d'une synergie pas systématiquement explicitée. Et par exemple, ce matin, la présentation sur l'arganeraie, qui était riche et foisonnante, n'a pas pour autant mentionné le fait que depuis 2010, l'huile d'argan fait l'objet d'une indication géographique protégée au Maroc et bientôt en Europe dans le cadre d'un accord bilatéral de libre-échange. Donc ce constat était un petit peu inattendu, et que ce soit dans les documents de l'UNESCO ou même le fait que l'emblème de l'UNESCO ne soit pas utilisé sur les produits issus du territoire classé comme bien UNESCO. Alors, est-ce que parce que cet emblème n'est pas prévu pour servir à désigner et identifier ces produits? On a le cas du café où ce n'est pas l'emblème UNESCO, mais la marque du paysage culturel qui est apposée sur le packaging. En tout cas, ça n'est pas prévu expressément par la Convention. Alors, quelles peuvent être les raisons pour cet a priori inattendu constat? Alors, peut-être que l'explication toute simple, c'est que les deux instruments sont trop différents dans leurs fonctions et objectifs. Un cas, c'est un produit, un droit de propriété intellectuelle sur un nom. Dans l'autre cas, un paysage avec l'objectif de conservation et préservation. Une autre explication peut être que l'appellation d'origine ou l'indication géographique sont vues davantage comme des normes. Certes, des normes de qualité, mais des normes. Ou bien comme des simples marques commerciales en vue d'une action marketing, mais pas en tant que telles comme des démarches patrimoniales. Alors que nous avons bien vu au début que nous avons une double patrimonialisation. Donc peut-être à cette absence de perception de l'appellation d'origine comme démarche patrimoniale elle-même qui pourrait expliquer cette absence de synergie. Une autre explication, c'est aussi que les appellations se suffisent à elles-mêmes, qu'elles sont suffisamment renommées et n'ont pas besoin finalement de cette reconnaissance par l'UNESCO, de cet emblème supplémentaire. On aurait ici un parallèle avec les marques parcs national et parcs régional, parcs naturels, qui ne sont pas effectivement tellement utilisés sur les produits qui en sont issus. Alors que les marques régionales, pour le coup, peut-être le professeur Olzac en parlera, sont, elles, largement utilisées en combinaison avec les appellations.
Et peut-être qu'une des explications, c'est que ce ne sont pas les mêmes porteurs d'acteurs. Qu'à l'origine, finalement, les acteurs ne sont pas les mêmes entre les autorités publiques et un groupe de producteurs. Et ce constat est d'autant plus inattendu que nous sommes quand même dans une époque, et c'est mon dernière diapositive, où il y a vraiment un contexte convergent vers la valorisation touristique. Et le label patrimoine de l'UNESCO est de plus en plus utilisé comme argument commercial, traduisant la qualité du site. L'appellation d'origine, indication géographique, est de plus en plus utilisée pour attirer les touristes. Je donnerai l'exemple du Piment d'Espelette, petit village au Pays Basque de 600 habitants qui attire depuis la reconnaissance de l'appellation d'origine 600 000 visiteurs par an. Et ces visiteurs ne viennent pas seulement admirer le paysage, ils viennent acheter le piment d'Espelette. Un autre exemple à Bavie, tout proche de Hanoï, qui est connu pour sa production de lait et où les touristes débarquent en masse l'été pour consommer des produits laitiers qui sont encore une denrée rare et nouvelle au Vietnam. Et cette convergence touristique n'était pas prévue à l'origine, que ce soit par l'UNESCO ou que ce soit par les appellations d'origine, qui étaient avant tout un instrument pour lutter contre les fraudes et pas pour attirer des tourismes. Mais finalement, dans l'époque actuelle où nous sommes, il y aurait cet entrecroisement des notoriétés vers un tourisme pluriel qui serait tout de même un objectif commun qui va au-delà des finalités initiales du patrimoine mondial et des appellations d'origine. Notamment dans les pays qui sont nouvellement dotés d'indications géographiques, la réputation des biens du patrimoine mondial est essentielle pour asseoir la réputation des produits qui y sont associés. Elle est fondamentale. Et peut-être, comme le disait ce matin Pierre-Antoine Gattier, des convergences vont aller en croissant du fait que maintenant, les communautés locales sont de plus en plus engagées dans le dossier de demande d'inscription au patrimoine mondial. Et que parmi ces communautés locales, il y a évidemment les communautés locales au cœur des productions bénéficiant d'appellations d'origine et indications géographiques. C'est donc par ces communautés locales que les convergences vont se faire. Je vous remercie. Merci Delphine. Je crois que nous sommes absolument tous conscients ici que c'est une discussion qui commence et la valeur, nous avons beaucoup apprécié au sein du comité scientifique et d'organisation que vous ayez pris la peine de faire une recherche neuve pour ce colloque. Donc nous vous en remercions du fond du cœur et on a, ce que j'ai beaucoup apprécié, j'imagine la salle également, c'est l'exégèse que vous faites des textes et je pense qu'à ce stade du débat c'est important parce qu'il faut une remise à plat de l'ensemble de ces systèmes, de l'ensemble de ces normes, de l'ensemble de ces conventions, pour voir bien sûr en fonction des contextes différents et du monde qui change, quels sont les couplages, quelles sont les synergies, quelles sont les convergences qui sont les plus appropriées, les plus aptes à mettre en avant toute la puissance qu'est une économie de terroir. Voilà, donc c'était vraiment ce que je souhaitais dire et vous remercie encore du caractère tout à fait novateur de vos travaux, Delphine. Merci.